Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, c'est le unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous regarder sur les différents bouquets Canal+, et Star Times, Canal+, sur le 410, Star Times, sur le numéro 113. Merci de nous préférer parmi tant. Bienvenue dans cette émission. Le scanner au menu de ce matin, moins de 70 jours, nous sépare du 21 septembre 2025. Ce jour, les Guinéens sont appelés à se prononcer sur un projet de nouvelle constitution. Après sa rédaction et les différentes consultations effectuées, le test sera soumis à l'approbation populaire, socle du retour à l'ordre constitutionnel dans un pays en transition depuis plus de 3 ans maintenant, d'où la nécessité de comprendre ce que nous allons décider pour notre avenir. Dans cette série que nous avions démarrée il y a quelques jours, notre objectif consiste à vous aider à mieux comprendre article par article les enjeux de cette nouvelle loi fondamentale. Dans ce nouveau numéro donc, nous poursuivons notre décryptage en explorant les articles 41 à 70 pour mieux éclairer votre lanterne, et c'est tout à l'heure. Depuis le 28 juin 2025, de fortes pluies s'abattent sur Conakry et plusieurs localités environnantes, provoquant de graves inondations. Le dernier bilan de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH fait état de 6 morts, dont un équipé centre émetteur, et 7 blessés légers entre le 28 juin et le 14 juillet. Des centaines de familles sont touchées avec d'importants dégâts matériels. Les victimes, selon l'ANGUSH, proviennent majoritairement de zones où des murs se sont effondrés sur les habitants en pleine nuit. Face à cette énième tragédie, et on peut l'appeler cette énième tragédie, le gouvernement doit-il enfin envisager des solutions durables pour prévenir ces drames récurrents? On en parle dans un instant. Nous prendrons également la direction du Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Faye a pris la parole ce lundi pour réagir à la polémique suscitée par une récente déclaration, une récente sortie de son premier ministre et camarade politique Ousmane Sonko. Avec son calme habituel, le chef de l'État a tenu à clarifier certains points en affirmant, je cite, « Je n'ai aucun problème avec Ousmane Sonko, c'est mon ami. Nous avons hérité d'un pays en grande difficulté économique. Il faut réconcilier la nation. La paix doit régner. » Simple mise au point destinée à éteindre la polémique ou manœuvre politique visant à préserver l'unité au sommet de l'État. On soulève le débat dans cette émission. Le scanner, dans la dernière partie, au Cameroun, à 92 ans et après 7 mandats consécutifs, le président Paul Biya ne semble pas prêt à quitter le pouvoir. Ce dimanche 13 juillet 2025, il a annoncé sa candidature pour un 8e mandat à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la hauteur des défis que nous devons relever ensemble. Aucun obstacle ne nous est insurmontable, a-t-il écrit sur son compte X. Mais le contexte politique est loin d'être stable. Le parti au pouvoir est secoué par plusieurs défections majeures. Ces dissidences relancent une fois encore le débat sur l'alternance politique sur le continent. L'Afrique peut-elle tourner la page des présidences à vie? Décryptage et analyse à suivre dans la dernière partie de cette émission Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Merci de nous rejoindre. Si ça maintenant vous le faites sur la 89.5 à la télé, vous nous regardez. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre via notre site d'information, siaminfo.com, sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Kavi Media, tapez, vous serez au cœur de nos programmes. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Le micro de Mohamed. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour, un devoir, un exercice citoyen que nous consacrons pour votre plus grande compréhension ici dans cette émission et sur ce seul et unique média de développement en République de Guinée, Kavi Media. On parle du projet de nouvelle constitution. Moins de 70 jours nous séparent du 21 septembre 2025, date à laquelle les Guinéens seront appelés aux urnes pour se prononcer sur ce projet de nouvelle constitution. Après plusieurs mois de rédaction, vous l'avez suivi, et de consultation, le test sera soumis à l'approbation populaire. Une étape majeure, il faut le rappeler, vers le retour à l'ordre constitutionnel dans un pays en transition, je l'ai rappelé tantôt, depuis plus de 3 ans. Dans cet autre numéro, donc, nous continuons cette exploration des articles de ce projet de nouvelle constitution. Article par article, nous essayerons de vous faire comprendre les enjeux, surtout les changements effectués entre l'avant-projet et le projet de nouvelle constitution. On commence par vous, Mohamed Deba. On va aller avec l'article 41. Aujourd'hui, je ne me trompe pas, ou bien je me trompe une fois encore. Oui, encore une fois. Yaya Diallo, bonjour. On y va avec vous ce matin. Bonjour, ça arrive souvent. Aujourd'hui, je suis trop vers ma droite, je comprends mieux. On commence par l'article 41, Yaya Diallo. Oui, on commence par l'article 41. Il faut le rappeler, nous avons fini avec la première partie qui faisait état de l'État, ses principes fondamentaux, les libertés, les droits, mais aussi les devoirs. Alors, nous entamons la deuxième partie qui consacre justement, qui se consacre sur les institutions de la République. Alors, article 44, 41, comme vous l'avez rappelé, les institutions de la République sont de 3 ordres, qui sont les institutions gouvernantes. Nous avons le président de la République, donc la présidence, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, et enfin nous avons le gouvernement. Deuxièmement, nous avons les institutions juridictionnelles. Nous avons au niveau de ces institutions juridictionnelles la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, et enfin la Cour spéciale de justice de la République. Troisièmement, nous avons les institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Premièrement, nous avons la Commission nationale pour le développement. Ensuite, nous avons la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, une nouveauté. Nous avons l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Et enfin, nous avons la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel, la HAC qui change de nom. Enfin, la HAC qui devient disons, la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. On est un peu en retard dans la réalisation parce que là, on ne peut pas d'abord faire la comparaison quant à cet article 41, mais ce n'est que partie remise. On va continuer. En réalité, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé en réalité. Bien. Alors, nous, sur les institutions gouvernantes, sous-titre 1, du pouvoir exécutif, article 43. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution. Chapitre 1 du président de la République, article 44. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et à majorité de deux tours. Je ne sais pas si nous avons... Au scrutin majoritaire à 2 tours. À 2 tours. Alors, un mandat de 7 ans. Alors, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nous sommes dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Bien. On ne se trompe pas. Renouvelable une seule fois. La durée du mandat court à compter de la date d'investiture, donc du président de la République. En aucun cas, nous sommes dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats du président de la République. C'est ce qui est écrit ou mentionné dans l'avant-projet de nouvelle Constitution. Sauf que dans le projet de nouvelle Constitution, il est écrit, article 44, Vaba, il faut rester là. Il faut rester là, Vaba, pour nous aider. Voilà. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct au scrutin majoritaire à 2 tours, pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Une seule fois. Bien. Le mandat prend effet à compter de la date d'investiture et peut être
écourtée dans les conditions définies aux articles 161 et 162. On va en venir certainement. Justement. Et même le titre, Baba, tu es au sous-titre 1. Nous, on est au niveau de l'article 41. Ouais. Donc, Baba va essayer de changer même. Le titrage, c'est pas bon, Baba. Donc, il va essayer de corriger ça rapidement. Côté réalisation, on comprend un peu. Justement. Alors, voyez-vous qu'ici, il y avait quand même un verrou qui était là, mais qui a sauté. Parce que le fait de dire au niveau de l'avant-projet de la nouvelle constitution, en aucun cas, oui. Nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. C'était assez clair. Il n'y avait pas de possibilité pour qui que ce soit de s'offrir au-delà de ce 2 mandats un autre mandat. Alors, enfin, à ce niveau, je crois que c'est juste un jeu de mots. Là, on dit juste renouvelable une fois. Et ça revient à la même chose. Une seule fois. Sauf qu'il n'y a pas une précision persistante. Les habitudes dans la peau dure, il faut insister là-dessus. Et pourquoi cela a sauté? Je pense qu'on pouvait aussi maintenir cette disposition. Alors, plus loin, on nous dit que nul ne peut de sa vie faire acte de candidature aux fonctions de président de la République après avoir exercé toujours l'article 44 de l'avant-projet 2 mandats de président de la République. L'article 44 s'arrête à ce niveau-là. Dans l'avant-projet. Ça veut dire qu'il y a un autre alinéa qui se rajoute parce que là, cet alinéa n'existe pas dans le projet de nouvelle constitution. On nous a juste ramené aux articles 161 et 162. Puisqu'on en viendra, oui. Et là aussi, c'est sur comment écourter les conditions d'écourter le mandat présidentiel, ce qui est défini là. Ouais. Alors, nous entamons l'article 46. On nous dit que 45 ou 46 45. 45. Allez-y. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit, être de nationalité guinéenne et de parents dont un ou au moins est guinéen d'origine, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 35 ans, nous sommes dans l'avant-projet de nouvelle constitution, au moins et de 80 ans au plus, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage requises. Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Et enfin, une loi organique définit ou définira les conditions d'application de la présente disposition. Donc on va rester sur l'article 45. Là également, il y a un petit changement. L'avant-dernier alinéa. L'avant-dernier, même au niveau de l'âge. L'âge, d'abord le premier alinéa où on parle d'être de nationalité guinéenne. Il n'y a pas de précision, que ce soit un parent ou pas. Là, on demande juste que vous soyez de nationalité guinéenne. Sauf que dans l'avant-projet de nouvelle constitution, comme vous l'avez rappelé, il était mentionné qu'un de vos parents devait être guinéen, de nationalité guinéenne. Pardon. Donc, du coup, cette précision a été, je ne sais pourquoi, abandonnée. Je vais préférer le mot abandonnée dans le projet de nouvelle constitution. Et plus loin, on parle de l'âge. L'âge requis. On a parlé de 35 ans dans le projet de nouvelle d'avant-projet minimum, l'âge minimum. Projet de nouvelle constitution, l'avant-projet, on a parlé de 35 ans. Pendant ce temps, dans le projet de nouvelle constitution, on parle de 40 ans. Donc, pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir 40 ans. Et je pense que dans ce studio, il n'y a pas assez de candidats. Justement, 40 ans au moins et 80 ans au plus. Allez-y. On y va avec l'article 40. Avec l'article 46. 46. Alors, le scrutin pour l'élection présidentielle a lieu 150 jours au plus et 120 jours au moins avant la date d'expiration du mandat du président de la République en fonction. Je crois que là aussi, il y a eu du changement. 120 jours au plus désormais et 90 jours au moins. Là, alors, un petit changement. Alors, le président de la République fixe par décret en conseil de ministres après consultation de l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections le jour du scrutin dans l'intervalle indiqué à l'alinéa précédent. Au moins 120 jours avant celui-ci. Alors, on continue toujours sur l'article 46. Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle 90 jours au plus et 60 jours au moins.
Ce qui a été carrément balayé dans le projet de nouvelle constitution. Une réduction. Oui, parce que là, on parle de 55 jours au plus tard avant la date du scrutin. Justement. On s'arrête là. Ouais, donc, on a revu à la baisse. Oui. Donc, avant la date du scrutin. Alors, un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle entre en fonction à compter de la date de clôture du dépôt de candidature. Oui. On continue toujours sur l'article 47 maintenant. Ou vous êtes sur 46. 46 toujours. Dans l'avant-projet. Dans l'avant-projet. Bien. La campagne électorale est ouverte par décret du président de la République 30 jours avant le jour du scrutin et close 48 heures, disons, avant celui-ci. Une disposition qui a été abandonnée. Ou en tout cas remise dans d'autres articles. Justement. On voit plus qu'on évolue. Ouais, justement. Ou pourquoi pas fusionner. Fusionner, ouais. Oui. Tout candidat à l'élection présidentielle est tenu d'être présent sur le territoire national depuis le dépôt de sa candidature jusqu'à la proclamation du résultat définitif, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Alors là, une réduction drastique quand même de beaucoup d'alinéas dans cet article 46 du projet de nouvelle constitution. On voit qu'il y avait une petite littérature au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution, mais avec le projet de nouvelle constitution. Même pas une petite, une grosse littérature. Évidemment. Une grosse littérature. Là, c'est la vérité. Il y a trop de littérature. Très bien. Alors, nous sommes désormais sur l'article 47. On dit que sur l'avant-projet de la nouvelle constitution, les candidats à l'élection présidentielle participent au débat à radio-télévisé organisé au premier et au second tour par la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Je crois que ça a sauté. On reprend cet article, très important. L'article 47. Les candidats à l'élection présidentielle participent au débat radio-télévisé organisé au premier et au second tour par la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Ce qui a sauté carrément. Donc l'article 47 de l'avant-projet de nouvelle constitution a sauté pour donner place à l'article 47 du projet de nouvelle constitution qui nous parle là de la Cour constitutionnelle qui arrête et publie la liste des candidats 45 jours au plus tard, avant le jour du scrutin. À la suite de cette publication, le président de la République convoque les électeurs par décret en Conseil des ministres. Cet article ou cette disposition figurait dans l'article 46 de l'avant-projet de nouvelle constitution où l'avant-projet prévoyait 30 jours, si je ne me trompe. On vient de le rappeler. Et là, c'est 45 jours. Là, c'est 45 jours maintenant. Très bien. Alors, on continue sur l'article 48. La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens publics de communication et d'information dans les conditions déterminées par une loi organique. Je ne sais pas si nous sommes... Là, si nous sommes au même niveau que la réalisation. Article 48, oui, 48, évidemment. Bien. Donc l'article 48 du projet de nouvelle constitution, là on parle de campagne électorale qui est ouverte 30 jours avant le jour du scrutin et close 48 heures avant celui-ci. Tout candidat à l'élection est tenu d'être présent, on l'a rappelé, sur le territoire national depuis le dépôt de sa candidature jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Là-bas, il y a des verrous. Mais une loi organique viendra déterminer les conditions d'application. Vous constaterez qu'il y a eu des interchangements au niveau de ces articles. Alors, sur l'article 49, la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste de candidats 50 jours avant le jour du scrutin. À la suite de cette publication, le président de la République convoque les électeurs par décret en Conseil de ministres. Ce qui a été rapporté dans l'article 48 à 48, Vaba. Ça, c'était dans l'article 48 d'abord. Oui, justement. Cette disposition figure maintenant dans l'article 48 dans l'article 48 du projet de nouvelle constitution. Ouais, donc l'article 49 a changé carrément dans le projet maintenant. Justement. Dans le projet, on parle de la régularité de la campagne électorale. Justement. Parce que l'article 49 du projet de nouvelle constitution nous dit la Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens publics de communication d'information dans les conditions déterminées par une loi organique.
Ça fait référence un peu à l'article 47 de l'avant-projet où on parlait de l'organe, où on a fait sauter les débats, mais la Cour constitutionnelle, elle va veiller maintenant à la régularité de la campagne en lieu et place d'un débat télévisé. Sinon, qui était très important. C'était très important. Malheureusement. C'était très important pour la respiration démocratique, puisque c'est à l'issue aussi de ce débat télévisé qu'on saura jauger la capacité managériale, la compétence surtout administrative, mais aussi politique, tout ce qui s'ensuit justement de nos candidats. Et malheureusement, cela a sauté. Et je ne sais pour quelle raison. Peut-être que les législateurs auront les arguments qu'il faut pour nous expliquer qu'est-ce qui a fait sauter cela. Ouais. Alors, on constate que déjà l'article 48 de cet avant-projet de nouvelle constitution redevient l'article 49 du projet de nouvelle constitution. Évidemment. Et celui de 49 redevient à la place de l'article 48. Alors, je continue sur l'article 50 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif de candidat à retenue survient avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures à compter de sa date de saisine obligatoire par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Ouais, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé dans l'article 50. Bien. Ma mission s'arrête là. Pour l'instant. Pour l'instant. Une petite pause. On se tourne vers Mohamed Leba. On parle de l'article 51. Comparaison n'est pas raison. Il est important de savoir les différents changements effectués entre l'avant-projet et le projet de nouvelle constitution. Justement, nous sommes toujours avec les conditions, notamment des candidatures pour la présidence de la République. Comme Yaya le disait, à l'article 51, de l'article 51 jusqu'à l'article 59, vous allez voir qu'il y a de petits changements, notamment, mais pour commencer avec l'article 51 de l'APC, l'avant-projet de nouvelle constitution, pratiquement il n'y a pas de changement. Vous allez le constater avec le projet de nouvelle constitution. À l'article 51 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il est dit: avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l'empêchement définitif d'un candidat au premier tour concerne l'un des deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie, on dit bien obligatoirement saisie par l'organe, saisie par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Les élections prononcent dans le délai de 72 heures la reprise des opérations de vote. Ce qui n'a pas changé dans le projet de projet de nouvelle constitution. Donc il y a, disons, une fidélité à ce niveau-là. Et dans l'avant-projet de nouvelle constitution, à l'article 52, là vous allez constater un léger changement. Vous allez le voir. Il est dit: après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concerne l'un des deux candidats qui recueille le plus grand nombre de suffrages est constaté par la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Elle prononce dans un délai n'excédant pas 72 heures. Je crois que je suis avec... oui, 52, c'est ça. C'est ça, 72 heures, le report de la date du second tour du scrutin. Là aussi, je crois qu'il n'y a pas de changement. Non, attention, là, on parle de reprise des opérations de vote. Reprise des opérations de vote. Et là, on parle du report. Le report de la date du second tour du scrutin. Là, on parle de reprise. Léger changement, comme je l'avais dit à l'entame, avec l'article 52 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Oui, 52, oui, allez-y. Évidemment, avec ce même article dans le projet de nouvelle constitution. Mais il faut dire quand même que l'idée est restée le même, à part ce dernier alinéa. Continuons avec l'article 53 du projet de l'avant-projet de nouvelle constitution. Pratiquement, il n'y a pas de changement, vous allez le constater. Il est indiqué que lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages à l'issue du second tour est
été constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l'investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle, encore une fois rappelée, obligatoirement saisie par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, prononce dans un délai n'excédant pas 72 heures la reprise des opérations de vote. Il n'y a presque pas de changement avec ce que ça veut dire. Si un candidat est empêché, empêché, il ne peut pas venir ou je ne sais quoi, ou il a déjà recueilli, il a déjà gagné. Évidemment, donc, les élections. Les élections, mais il n'est pas investi d'abord, président. Ouais. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème qui surgit dans les 72 heures, on peut reprendre les opérations de vote. Donc, reprendre peut-être le scrutin. Oui, évidemment, dans un délai de 72 heures. Donc, ça veut dire 3 jours, il faut reprendre, disons, la reprise. Enfin, c'est la reprise des opérations de vote. Carrément, le vote. Donc, on ne dit pas que le candidat avec qui il était au second tour est élu, disons, président de la République. Jamais. C'est une reprise des opérations de vote carrément. Et le deuxième ne devient pas premier. Évidemment, à l'article 54 de l'avant-projet de nouvelle constitution, là aussi, il n'y a pas de changement. Et avec le projet de nouvelle constitution, vous allez le constater, dans cet article 54, il est indiqué que dans les différents cas évoqués aux articles 50 à 53, une nouvelle date du scrutin est fixée par le président de la République dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la décision de report. Je crois que c'est la même chose dans le projet de nouvelle constitution. Pratiquement, il n'y a pas de changement. On continue avec l'article 55 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Si aucun candidat n'a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n'excédant pas 21 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Vous allez me le dire s'il y a... Jusque-là, rien n'a changé. Il n'y a pas de changement. On est toujours avec l'article 55. On dit la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second tour à minuit. Minuit n'existe pas dans le projet de nouvelle constitution. Je crois dans l'avant-projet. Dans l'avant-projet de il y a également minuit là, je crois. Et à ce niveau, nous sommes avec l'article 55. On dit le second tour n'est ouvert qu'aux 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Rien n'a changé. Pratiquement, il n'y a pas de changement. Et à l'article 56 aussi, à part une omission, c'est-à-dire l'omission de la lettre N, vous allez comprendre qu'il n'y a pratiquement pas de changement. Mais dans le projet de nouvelle constitution, si le projet 56, il y a une omission, je crois, quelque part avec la lettre N. Vous allez le constater. À part ça, il n'y a pratiquement pas de changement avec cet article 56. On dit le candidat ayant recueilli le grand nombre de suffrages. C'est le nombre, N du nombre. Un problème de saisie avec l'infographie. Évidemment, donc sûrement il faut reprendre la partie là avant la saisie définitive, disons, du projet de nouvelle constitution, avant que ce projet ne devienne, disons, constitution en tant que tel. Donc pratiquement il n'y a pas de changement. On dit le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle en cas d'égalité entre les 2 candidats. Alors, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu. Bien. Là, il n'y a pratiquement pas de changement et je crois que le contenu est aussi clair. Ça veut dire que si, en cas, disons, d'égalité entre les 2 candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, c'est-à-dire au premier tour, est élu président de la République. Donc, au deuxième tour, si c'est à égalité... Et celui qui est venu premier au premier tour devient... Une règle qui ressemble un peu au football. C'est comme si vous arrivez à la tête, c'est-à-dire dans une compétition où vous marquez, c'est-à-dire le nombre de buts.
ensemble. Et là aussi, il y a une règle qui s'applique. C'est comme récemment avec la Coupe du Monde des clubs. Vous allez le constater. Alors, on continue avec l'article 57 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et là également, à part quelques mots, c'est-à-dire un jeu de mots, notamment jour franc, vous allez comprendre qu'il n'y a pratiquement pas de changement également sur l'arrêt d'annulation. Et dans le projet de nouvelle constitution, il est indiqué l'arrêt annulant. Dans l'avant-projet de nouvelle constitution, on parle d'arrêt d'annulation. Vous allez voir avec cette lecture que je vais faire. On dit si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par un candidat au greffe de la Cour constitutionnelle dans les 8 jours qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats a été rendue publique par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu président de la République le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas 8 jours francs. Je crois qu'il n'y a pas de franc. Il n'y a pas de franc là-bas. Il n'y a pas de franc on parle à dans compter le projet de sa saisine. Comme je l'avais dit. Évidemment, donc au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution, là on parle de 8 jours francs à compter de sa saisine. On parle de la Cour constitutionnelle, soit elle valide l'élection dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs. Soit elle rend un arrêt annulant. Dans le projet de nouvelle constitution, on parle d'annulation de l'élection. Arrêt d'annulation. Donc c'est juste un changement, un jeu de mots. Sinon, le reste, c'est juste au niveau du Parlement, c'est-à-dire le dernier alinéa. Vous allez le constater. Là, carrément, il y a changement. On parle on reste là encore. Oui, on reste avec cet article 57. On dit la Cour constitutionnelle proclame élu président de la République le candidat ayant recueilli. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n'excédant pas 8 jours francs à compter de sa saisine. Soit elle valide l'élection. Dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs, soit elle rend un arrêt annulant l'élection. Et là, on parle d'annulation. L'élection, une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours à compter de cet arrêt. C'est là s'arrête l'avant-projet de nouvelle constitution, mais là vous allez voir une continuité dans le projet de nouvelle constitution. Le dernier alinéa, il le rajoute dans notre alinéa qui là fait une précision notamment sur le Parlement qui doit être notamment saisi au cas où évidemment le président de la République devrait sortir du territoire. Je crois bien que c'est cela. C'est pourquoi on va faire relecture pour ceux qui nous écoutent dans l'article 57 du projet. Parce que là, dans l'avant-projet de nouvelle constitution, cet article s'arrête à partir de cet arrêt, c'est-à-dire à compter de cet arrêt. L'article s'arrête là. Mais évidemment, même là. Je crois, il y a... En fait, ils ont interposé. Oui, ils ont commencé par ça. Une interposition. Presque le contenu reste le même. À l'article 58 du projet de nouvelle constitution. Voilà, je crois que c'est à l'article 58, c'est ça. C'est dans l'article 58 du projet de nouvelle constitution, il y a eu rajout d'un alinéa qui fait quand même, disons, précision au président de la République au cas où il voudrait quand même sortir du territoire. Avec cet article de l'avant-projet de nouvelle constitution, précision très importante, le président de la République élu est investi le jour de l'expiration du mandat du président de la République en fonction. Lorsqu'en raison de l'extension des délais d'organisation des élections, due à la survenance d'un cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de candidat évoqué aux articles 50 à 53, aucun candidat n'est élu à la date d'expiration du mandat du président de la République en fonction. Celui-ci reste en fonction jusqu'à l'investiture du président de la République élu, dans un délai n'excédant pas 15 jours, je crois. C'est 15 jours à compter de son élection.
à compter de la date de son investiture, je crois que c'est là ça change. Il y a eu changement parce que là on dit à compter de la date de son investiture, le président de la République durant son mandat informe officiellement le Parlement de tous ses jours qu'il envisage en dehors du territoire national. Cet alinéa a été abandonné, je crois. Oui, sauf que ici, en cas de décès. En cas de décès. Et là, il y a un autre alinéa qui naît de ce côté-là. C'est pourquoi on va lire cet alinéa. Évidemment. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République en fonction avant l'expiration de son mandat et après la proclamation des résultats définitifs du second tour, le président de la République élu entre immédiatement en fonction. Ouais. Pas besoin du Parlement. Voilà. Pas besoin de l'Assemblée nationale. Ça s'arrête là. Le président élu entre immédiatement en fonction. Et là, il n'a pas besoin d'informer le Parlement pour un séjour hors du territoire national. Jamais. Je crois, je ne sais pas pourquoi cette précision a été, disons, abandonnée. Il faut le dire parce que ce projet c'était aussi quand même très important. Non, mais cet alinéa me fait réfléchir à beaucoup de choses. C'était très on va reprendre ce dernier alinéa. C'était très important. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président de la République en fonction avant l'expiration de son mandat et après la proclamation des résultats définitifs du second tour, le président de la République élu entre immédiatement en fonction, sans investiture. Ouais, ne l'oubliez pas. Parce qu'il y a une urgence en la matière. Je crois que c'est bien réfléchi à ce niveau-là. Il y a une urgence en la matière. Le président n'y est plus. Et là, on ne parle pas de vacances de pouvoir. Ouais. On ne parle pas de vacances de pouvoir ou dans, disons, je crois que c'est... Si c'est un mauvais perdant, évidemment, on lui a déjà annoncé souffler les résultats. Il peut quitter le pays tranquillement. C'est terminé. Mais dans ce projet de nouvelle constitution, vous allez le constater. Si le président est investi, alors c'est-à-dire ce cas pareil arrive, il y a vacances de pouvoir et là, le président de l'Assemblée nationale revient à la charge en attendant l'élection, disons, d'un nouveau président. Là aussi, il y a un délai. Vu qu'on n'est pas encore arrivé à cet article-là, on va, disons, rester avec l'article 59 de l'avant-projet de nouvelle constitution, où là, c'est un autre article très important, parce que ça rappelle à un moment donné de l'histoire de notre pays, Alpha Condé, où la prestation de serment avait quand même prêté à débat. Et à ce niveau-là, vous allez comprendre, il est indiqué que le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle lors de la cérémonie d'investiture en ces termes. Moi, Mohamed Ba, président de la République, élu, enfin, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les conventions, traités et accords internationaux, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Alors, rien à dire, rien à changer. Dans la constitution de 2010, c'était presque pareil. Dans la constitution, je crois, de 2020, une constitution que nous connaissons pour ne pas dire des constitutions, parce qu'en 2020, il y a eu une constitution, disons, adoptée et une constitution promulguée. Donc, et dans la constitution de 2010, c'était consacré par rapport à cette question liée à la prestation de serment. Et nous avons même vu, lors de la prestation de serment du président de la République Alpha Condé, il y avait une omission, il était obligé de revenir. Je ne sais pas si c'était lors de la deuxième mandature ou c'était je crois que c'était lors de la deuxième mandature où il avait été quand même rappelé à l'ordre après cette omission de reprendre le serment prêté. Et je crois que c'est très important. Si ce qui est dans cet article 59 du projet de nouvelle constitution, parce que pratiquement lui, il n'a pas subi, malheureusement, il n'a pas subi la rigueur de la loi, mais la rigueur des armes.
pour le moment, il faut se dire que, parce qu'on dit en cas de parjure, ça c'est très important que je subisse la rigueur de la loi. Et aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a des dossiers qui concernent le président Alpha Condé par rapport à son passage à la magistrature suprême. Donc on attend pour le moment de voir est-ce que cela va continuer. Pour l'heure, il faut continuer avec ces articles-là, et notamment cet article très important dont l'application ou l'applicabilité ferait de notre pays quand même, disons, un pays où la justice et la loi quand même pourraient faire fléchir n'importe qui, même étant président de la République, parce que c'est indiqué dans le dernier alinéa qu'en cas de parjure, qu'on doit subir la rigueur de la loi. Et le parjure est très vaste. Hein. Le parjure est très vaste. Ça veut dire tout simplement... Ça implique plusieurs choses. Voilà, évidemment. Donc, cela est une... en tout cas, ils sont prévenus, ceux qui sont au pouvoir, notamment aujourd'hui le président. Ceux qui seront au pouvoir. Ceux qui seront élus. Et ceux qui seront au pouvoir sont prévenus. Pour le moment, on n'a pas encore, disons, pour le président qui est là, il faut quand même le préciser, il n'y a pas une constitution, à moins qu'il soit candidat pour une élection et il est élu. Et là, à ce niveau-là, il faut dire que cet article lui est applicable. Pour le moment, il est le président de la transition. Peu importe la beauté des choses, en cas d'élection, s'il sera candidat et qu'il est élu président de la République, et là, cet article pourrait lui coller à la peau. On dira que la loi ne rétroagit pas. Donc ça veut dire tout simplement que la constitution qui est en gestation là ne concernera que ceux qui seront élus. Forcément. C'est ça, c'est ça. Article 61, on continue, on poursuit avec cette lecture et ces explications, cette petite comparaison, ces changements effectués entre l'avant-projet et le projet de nouvelle constitution. On parle de l'article 60 des deux projets. Justement, et nous sommes sur l'avant-projet de la nouvelle constitution en comparaison avec le projet de nouvelle constitution. Il est dit dans l'article 60, le président de la République dépose à la Cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de son investiture la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Il dépose à la Cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la fin de son mandat, pour ainsi dire, la déclaration écrite sur l'honneur de ce bien. Je ne sais pas si jusqu'à présent... Il n'y a pas eu de changement, on a juste mis au début et à la fin de son mandat. Merci beaucoup. Bien. Donc, c'était pour faire peut-être l'économie de cette littérature, alors, parce qu'il y avait une tautologie quand même quelque part. Alors, il est déposé à la Cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la fin de son mandat, la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Alors, l'article 61, la copie de la déclaration sur l'honneur de biens évoquée à l'article 60 est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux. Sauf que cet article a changé. Avec le projet de nouvelle constitution, on dit les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou de fonction doivent être dûment justifié devant la Cour des comptes. C'est même pas la même chose. Carrément changé. Très bien. Je continue sur l'article 60 puisque c'est pas fini d'abord. Il y a aussi la déclaration initiale écrite sur l'honneur de biens et celle de fin de mandat ou de fonctions sont publiées au journal officiel de la République. Les écarts, maintenant on revient sur ce qui est là, les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou de fonctions doivent être dûment justifiés devant la Cour des comptes. Donc les experts n'ont pris en compte que ce dernier alinéa qui devient l'article 61, simplement. On a évité toute cette littérature. Oui, toute cette littérature-là, même, vous voyez très bien que cela peut impliquer un président fâché parce que tout simplement, ici, vous voyez-vous, sur l'article 61, on dit la copie de la déclaration sur l'honneur de biens évoquée à l'article 60 et communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux. La déclaration initiale écrite sur l'honneur de biens et celle de fin de mandat ou des fonctions sont publiées au journal officiel de la République. Je ne sais pas si ça existe. Non, cette mention n'existe pas. Il faut qu'on reste sur l'article 61. On parle juste de la Cour des comptes. Le dernier alinéa de l'article 61 de l'avant-projet est reconduit. Article 61 du projet de nouvelle constitution. Alors, il y a un flou quelque part. Je crois que l'avant-projet de la nouvelle constitution était beaucoup plus explicite de ce point de vue. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de littérature, mais là, admettons qu'il y avait quand même là... des précisions. Oui, justement, ce sens-là, cette précision
précision très importante. Alors, on passe sur l'article 62. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, des traités, conventions et accords internationaux, de lois et des décisions de justice. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la continuité de l'État et du fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics. Il est le chef suprême des armées. Il est responsable de la défense nationale et préside à ce titre le Conseil supérieur de défense nationale. Et enfin, il est le protecteur des arts et de lettres. Donc, il y a un dernier alinéa ici qui indique qu'il est enfin le grand maître des ordres nationaux du mérite. Du mérite, oui. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Bien, 63. Ce qui consacre quand même un plein pouvoir au chef de l'État. Hein. Forcément. Il faut le dire ici. Voilà. Donc, on passe donc à l'article... Donc, il faut le dire, Abdallah, nous sommes toujours dans un système hyper présidentialiste. Forcément. Depuis de tout ce qu'on a annoncé, le chef de l'État dispose tous les leviers. À tous les leviers, à tous les pouvoirs presque. À tous les pouvoirs presque. Toutes les prérogatives. Toutes les prérogatives. J'allais dire. Très bien. Alors, nous sommes sur l'article 63. Le président de la République oriente et contrôle la mise en œuvre de la politique de la nation. Ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé. Alors, bien. Passons sur l'article 64. Le président de la République dispose du pouvoir réglementaire. Il signe les ordonnances et les décrets. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Des articles courts, hein? Oui, courts. C'est mieux. Oui. Très précis. Des articles courts, mais qui renforcent le pouvoir du chef de l'État. Parce que là, on parle que du pouvoir du chef de l'État. Attention. Oui. Et c'est très important. C'est très important. Ouais. Alors, l'article 65. Le président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétences et de représentation territoriale. Une loi organique fixe la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. Et là, nous avons vu avec, ça je crois qu'il faut le dire, hein, à la décharge... Sauf que ça a changé avec le projet de nouvelle constitution. Un très grand changement. Baba, si tu peux nous ramener ça. Dans le projet de nouvelle constitution, il est écrit: le président de la République nomme par décret haute fonction civile et militaire de l'État sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétences et de représentation territoriale. Le président de la République fixe par décret les attributions de chaque ministère. Il préside le Conseil des ministres. Il peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. Il peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. Je répète cela parce que c'est la compression. Hein? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. Ouais. Une loi organique fixe la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme. Oui, ce sont les derniers alinéas de l'article 65. Ah, d'accord. Justement, le président de la République fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il préside le Conseil de ministres. Il peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre. Ouais. Donc, c'est clair. Donc, peut-être que rien n'a changé également de ce côté. Alors, on continue sur l'article 66. La nomination aux fonctions des premiers ministres, chefs du gouvernement, ainsi qu'aux fonctions de membres du gouvernement, intervient à la suite d'un avis du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des candidats proposés. Dans le projet Atibenna, c'est écrit: le président de la République nomme le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 80. En attendant de voir l'article 80, ça veut dire tout simplement que... Peut-être que demain nous serons avec l'article 80. Donc il faut retenir cet article 66. C'est très important. Parlant de la nomination du Premier ministre. Je continue sur l'article 66. Les nominations aux fonctions de gouverneur 66 et de vice-gouverneur. Et des vice-gouverneurs avec l'avant-projet de la Banque centrale, des directeurs des régies financières de l'État, de premiers responsables des corps de contrôle de l'État sont soumises à la procédure prévue à l'alinéa 1. Donc au Sénat. Au Sénat. L'audition au Sénat repose sur des critères de compétences, d'expérience et de probité des candidats proposés. La nomination aux fonctions de chef d'état-major général des armées intervient
à la suite de l'avis du Conseil supérieur de la défense nationale consécutif à une séance d'audition à huis clos de l'officier proposé. Et enfin, une loi organique détermine les modalités d'application des dispositions du présent décret ou article. Alors, sauf que... Ça seulement une lecture, un gaspillage. Non, ça, honnêtement, tout a été balayé par le... Tout ce que tu as dit là a été abandonné par les experts. Par le législateur. Pour une seule phrase. Par le collège d'experts. Le collège d'experts. Par le législateur. Le président de la République nomme le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 80. Peut-être que demain, nous serons à l'article 80 pour un peu élucider cet article 66. Mohamed Ba, on continue avec... Avec l'article 67, on dit le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés, disons, extraordinaires auprès des États et des organisations internationales. Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires des États et les représentants des organisations internationales sont accrédités auprès de lui. Ça, c'est l'article 67. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de changement. Article 68 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il est indiqué que le président de la République exerce le droit de grâce. Ça s'arrête là. 68 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Baba va nous aider avec le projet de nouvelle constitution. On va essayer de faire une comparaison pour voir s'il y a eu de changement, à moins que peut-être qu'il y ait de rajout maintenant. Non, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Un article court, précis, qui parle de droit de grâce, notamment, qui est quand même devenu, disons, au président de la République. C'est lui qui a le droit de gracier, sûrement qu'il veut. Voilà, on continue avec l'article 69 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Également, ici, il est indiqué que le président de la République prononce une fois par an le discours sur l'état de la nation devant la conférence des institutions et des élus locaux convoqués par le Parlement. Le discours prévu à l'alinéa précédent est obligatoire. Il n'est pas suivi de délai. Bien. Article... Jusque-là, je crois que c'est la même chose. Oui. Il y a le dernier alinéa qui indique que le président de la République peut s'adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière au Conseil de la Nation. Bien, ça c'est déjà compris. Avec l'article 69 de l'avant-projet de nouvelle il faut projeter l'article 69. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas de changement. Oui, il n'y a pas de changement avec le PC, le projet de nouvelle constitution. Maintenant, le dernier article au compte de ce numéro. Pour aujourd'hui, l'article 70, qui est un peu long quand même, il faut le dire. Hein. L'article 70, le président de la République peut, après avoir reçu l'avis favorable du Parlement, réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des 2/3 de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire de la consultation directe du peuple. L'Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences respectives, peuvent, par une résolution adoptée à la majorité des 2/3, c'est-à-dire des membres qui les composent, demander au président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Avant de convoquer les élections par décret, le président de la République... Les électeurs, c'est la même chose. Bien. Les électeurs par décret, le président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de proposition à la Constitution. En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. Être procédé au référendum. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet de la proposition est soumis au référendum. Je crois qu'il y a un petit changement. Ne peut être procédé au référendum dans le projet. Ne peut être procédé au référendum. Là, on dit demander au président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Et si ça ne peut être procédé au référendum, ça s'arrête là. On continue avec cet article 70. On dit avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République
recueille l'avis, je crois. Est-ce que je ne suis pas en train de faire une répétition? Lorsque la Cour constitutionnelle. Lorsque la Cour constitutionnelle, voilà, c'est l'alinéa qui devrait venir. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au référendum. Je crois que c'est ça. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l'article 127. Le référendum n'est pris en considération qu'à la condition que 50% au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut en aucun cas avoir pour objet une modification constitutionnelle. Pratiquement pas de changement. Pas de changement. 70 et de l'avant-projet de nouvelle constitution et du projet de nouvelle constitution. La pause avec nos obligations commerciales. Derrière, on poursuit ce débat et on parle de l'autre sujet inscrit à l'ordre du jour des inondations en République de Guinée. Et ne zappez surtout pas. Restez à notre compagnie. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent.
Merci de nous retrouver sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci d'être des nôtres dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Le scanner, on poursuit ce menu de ce matin depuis le 28 juin 2025. Conakry et plusieurs localités environnantes sont frappées par de fortes pluies causant de graves inondations. Le bilan humain est lourd, 6 morts dont une victime équipée centre émetteur et 7 blessés légers selon l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires Anguche. Avant tout commentaire ou tout débat, suivons ensemble ce reportage d'Ansou Baïlo Baldé. Un jeune ouvrier du nom de Fofana d'origine sierra-léonaise est celui qui est annoncé avoir perdu la vie dans un chantier de construction de logements derrière la maison des jeunes d'Occupé. Selon les témoins, c'est un mur terrassé par les eaux de ruissellement qui est tombé sur la victime alors qu'elle dormait au moment de l'incident. C'est à travers l'eau parce que les Chinois ils ont barré là où l'eau doit passer. Le mur qui était là, c'est l'eau qui l'a poussé. C'est l'eau qui l'a poussé. L'eau était très forte. L'eau était très forte. Sinon, la pluie est venue, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. L'eau l'a poussé, le mur est tombé sur lui. On l'a trouvé déjà mort. Nous, on nous a appelé là-bas, au moment qu'on enlevait l'eau chez nous, que quelqu'un, il y a eu un cas de décès, Nous tous, on est venus pour le prendre. Il y a les policiers, il y a les gendarmes, ils sont venus, ils ont sensibilisé. Parce que nous, on n'a pas voulu, on a voulu faire s'aimer la pagaille. Parce que ce que les Chinois ont fait, ce n'est pas bon. Les eaux de ruissellement ont causé assez de dégâts dans le secteur équipé centre émetteur. Plusieurs maisons inondées faisant des pertes d'objets de valeur, de la nourriture et des murs fissurés. Kadiatou Diallo, enseignante, est parmi les sinistrés. Hier, c'est Dieu qui nous a sauvés. Moi, je suis revenue de l'hôpital. Je me disais, bon, ça va un peu mieux, je vais dormir. Dès que j'ai commencé à dormir, l'enfant crie, sortez, l'eau rentre. On ouvre, on trouve que la maison était envahie par l'eau. Tous nos objets, regardez, tout. C'est monté jusqu'au niveau du lit. Il y a les enfants, il y a beaucoup de poulets. Mon enfant fait une expérimentation là. Beaucoup sont morts, beaucoup sont partis dans l'eau. Nos chaussures, tout est parti. Tous les objets qui étaient à terre, tout est parti. L'eau a tout envoyé. Un agent de l'Agence de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires Angus était sur les lieux pour faire son constat. Mamadou Ridadi Diallo pointe la construction anarchique et les travaux de construction de logements en cours derrière la maison des jeunes de Kipé. De l'autre côté, devant le collège, le portail du collège, le sous-chaussée est complètement bouché. Donc il faut un curage périodique pour que les inondations cessent à ce niveau et la démolition de la construction anarchique sur le canal. De l'autre côté, là où il y a eu le cas de mort, c'est évidemment le canal d'évacuation qui est bouché, mais qui est bloqué. Là aussi, c'est une occupation anarchique par entier des Chinois qui se trouvent à côté. Un paix donc à l'âme des victimes de ces inondations, victimes qui ont perdu la vie. Au-delà de ces familles, des centaines d'autres sont touchés, Mohamed Deba, des habitations détruites, des infrastructures endommagées selon l'Anguche, Agence nationale de gestion des catastrophes et urgences humanitaires. Évidemment, c'était un bilan quand même, disons, qui était attendu, et avec ces pluies qui s'emparent, disons, de la capitale Conakry ces derniers jours, quand même, il faut dire
que le bilan est vraiment lourd pour le monde parce qu'on parle de 6 morts. Ça, c'est déjà trop et plus de 4000, disons, sinistrés aujourd'hui. Ces pluies qui s'abattent sur Conakry et ses environs, il faut dire quand même qu'au fond, disons, plonger aujourd'hui plusieurs quartiers dans des inondations et vous allez le constater avec, disons, ces statistiques ici de la journée d'hier de l'Angus, l'agence de gestion, disons, des urgences et catastrophes humanitaires Angus, qui dresse un bilan provisoire, notamment très alarmant. On parle de 713 ménages sinistrés et 4056 personnes directement impactées par les inondations et les effondrements survenus entre le 28 juin et le 4 juillet 2025. Carrément même, on ne parle même pas de ce qui se passe hier et aujourd'hui jusque-là, parce que les communes les plus touchées aujourd'hui restent Koya où il pleut beaucoup, Matoto, Debreka, Sonfonia, Lambani, Dixine, Ratoma et Manea où les crues aujourd'hui quand même ont emporté, disons, beaucoup d'habitations. Donc, nous connaissons aujourd'hui les causes, pas lieu de s'éterniser sur ce débat-là. Ouais. Et on parle, lui, il évoquait, disons, l'anarchie, notamment les occupations anarchiques, mais au-delà de ça, il faut parler de la mauvaise urbanisation de toute la capitale. Aujourd'hui, s'il pleut, il faut juste aller sur l'échangeur de l'aéroport de Conakry pour voir jusqu'où nos ingénieurs aguerris nous ont vendu quand même, disons, des rêves, parce que l'architecture est tellement belle que quand il pleut, ça laisse place quand même à une piscine, disons, olympique, parce que ce qui se passe là, avec ces catastrophes, c'est beaucoup. Yeah. On parle de 6 morts, on parle de plus de 4000 sinistrés. Je crois qu'il faut, notamment au-delà, c'est toujours le cas de tirer à boulet rouge ou bazooka sur les autorités, mais quand on parle des occupations anarchiques, là, il ne s'agit pas des autorités, peut-être que l'urbanisation, on peut pointer du doigt, disons, l'inaction des autorités, mais il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui, si vous venez carrément, pratiquement il n'y a pas de passage pour l'eau. Et l'eau, s'il n'y a pas de passage, elle-même se ferait en chemin. Et si elle se ferait en chemin, ça veut dire que c'est bonjour aux catastrophes. Malheureusement, c'est ce qui arrive pendant cette période de grande pluie. Et c'était prévisible parce que rien n'a été quand même fait, il faut le dire. Notamment, on parle du curage des caniveaux. À chaque fois, par rapport au remplissage de ces caniveaux-là, d'ordures de tout genre, ménagers et autres, ça n'implique pas directement les autorités parce que c'est nous, citoyens, qui remplissons, c'est-à-dire ces caniveaux qui ne sont pas destinés, disons, à abriter des ordures. C'est nous qui les remplissons d'ordures, mais maintenant le curage qui revient naturellement aux autorités et en grande partie aux autorités, mais aussi aux citoyens à travers quand même ce bon acte de citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes en train de tirer le diable par la queue, tout simplement par de mauvaises, disons, actions posées par nous-mêmes citoyens. Il faut aujourd'hui alerter pour ce qui risque de venir, parce qu'aujourd'hui, si ça continue comme ça, imaginez ce qui est arrivé hier, avant-hier, s'il y a 3 jours de pluie, d'intenses pluies, sans interruption, je crois que les dégâts peuvent être vraiment encore beaucoup plus lourds que ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut le dire, le directeur de l'Angus, en tout cas, va accorder certainement une interview à notre média. C'est prévu pour cet après-midi. Donc, nous ne l'aurons pas pour cette émission. On va se tourner, Diallo, vers le Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a réagi ce lundi à la polémique provoquée par une récente déclaration de son Premier ministre, compagnon de lutte ou mentor. Les mots, les adjectifs ne finiront pas. Ousmane Sonko, dans une interview ou une intervention ce lundi, le chef de l'État a affirmé, je cite, « Je n'ai aucun problème avec Ousmane Sonko. C'est mon ami. Nous avons hérité d'un pays en grande difficulté économique. Il faut réconcilier la nation. La paix doit régner. » Un message qui sonne comme, s'il faut le dire, un apaisement visant certainement à éteindre les rumeurs. Peut-être, Yaya Diallo, mais s'agit-il vraiment d'une réelle clarification ou d'une communication politique très bien calculée? Très bien calculée, qu'il tente d'apaiser. Il tente d'apaiser. C'est vrai que Sonko ne peut pas sortir comme ça et dire qu'il y a des attaques qui le vigéraient et pour lesquelles ou contre lesquelles attaque le président Nandimo, et qui est plus loin, beaucoup de cadres aussi du PASTEF n'en disent absolument rien. Et plus loin,
Lui-même, le ministre, a tacitement reconnu qu'il y avait de problèmes peut-être liés à leur vision, peut-être qui semble être différente, puisqu'il a rappelé plus loin que ce qui est clair, c'est que son Premier ministre veut très rapidement avoir des résultats sous sa mandature, et lui, il veut APG et lui céder le pouvoir, parce que c'est clair aussi, moi, c'est tout ce que j'ai pu tirer de très clair dans la communication du président sénégalais, c'est-à-dire que il est là après un mandat et il le sait très bien qu'en 2019 il doit sauter. Il l'a dit ici. 2029, c'est lui qui l'a rappelé. 2029, il va céder. Il veut léguer à son mentor, à son ancien mentor, désormais c'est lui le président de la République. Il faut que cela soit cerné par les uns et les autres. Il doit céder à son ami Ousmane Sonko un pays apaisé. Et que lui, il constate par endroits et justement la fougue, disons, l'empressement, pour ainsi dire, du Premier ministre de vouloir, va obtenir des résultats. Et en voulant obtenir des résultats, on se rend compte qu'il y a quelquefois des dérapages, pour ainsi dire, moi-même, des dérapages qui sont commis par le Premier ministre. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est la cible principale des opposants au régime. Aujourd'hui, pour tous ces opposants-là, y compris les médias qui sont menacés de fermeture, y compris les acteurs de la société civile, le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est Sonko. Et vous verrez très bien qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une manifestation qui est annoncée pour justement demander sa démission. Donc tout cela, on peut dire qu'il est orchestré par un certain nombre d'adversaires qui profitent d'une fissure présentée ou officialisée par le Premier ministre, puisque c'est lui, à l'occasion, d'une conférence de presse, si je ne me trompe pas, à une communication publique, c'est lui qui a dit ouvertement un certain nombre de choses qui traversent aujourd'hui le pouvoir exécutif sénégalais. Il a rappelé, je crois que c'est à l'occasion de ça qu'il a un peu, il a tiré sur la justice sénégalaise, sur les magistrats et tout ce qui s'ensuit. Vous vous rappelez très bien ce rebondissement. C'était un véritable grand oral. Justement, vous vous rappelez de ces rebondissements dans le dossier de l'ancien ministre de la Culture. Il n'a pas pu gober cela et puis il est allé plus loin pour dire que lui, Ousmane Sonko, aujourd'hui, il constate au niveau du Sénégal, l'un des problèmes du Sénégal, ce sont les magistrats, donc la justice sénégalaise. Donc ce qui n'a pas plu à plus d'un, les uns et les autres ont dû profiter de ça pour pouvoir segmenter. C'est cette bonne guerre, les opposants, les adversaires du PASTEF. Donc aujourd'hui, plus loin, Sonko est allé ouvertement dire au président, s'adressant au président Diomaye Faye, le Sénégal a besoin d'une autorité. Parce qu'en le disant, il ne s'adressait plus à l'ancien régime, il s'adresse effectivement au président de la République, et nous sommes tous d'accord que Diomaye Faye manque de poigne, de personnalité, et j'ai l'impression quelquefois quand vous l'écoutez, ça vous donne l'impression que c'est un humoriste qui parle, parce que ça, voilà, donc ça, il n'y a pas le charisme, cette personnalité politique. On peut comprendre, c'est ça aussi sa personnalité. C'est ça aussi, ainsi va la vie. Un homme très humble. Oui, justement, très sage, et il sait d'où il vient. Et nous l'avons dit ici que la survie de l'un dépend, la survie de l'autre. Donc aujourd'hui, que ce soit Sonko qui caresse l'idée quand même, parce que ça fait l'homme d'aucun doute, excepté de ces obstacles judiciaires, c'est lui qui devrait être élu. Et il n'a pas été, gourmand, pour ainsi dire. Il n'a pas été gourmand, il n'a pas été méchant, contrairement à certains hommes d'État qui pensent à eux seuls. Il a dû penser au secrétaire général du PASTEF qui était à l'époque Diomaye Faye. Et finalement, je crois que dans ses campagnes, il avait rappelé Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko. Alors ça, c'est dans la conquête du pouvoir. Et c'est ce que Diomaye a rappelé, peut-être. Oui. La communication de Diomaye peut cacher tout cela. Il faut préserver notre amitié. On vient de loin. Il ne faudrait pas que le pouvoir nous divise. Justement. Sauf que le pouvoir... c'est le pouvoir. Le pouvoir reste le pouvoir. Et nous avons compris que à l'usure du pouvoir a dû transformer beaucoup d'amitiés en des adversités. On l'a su, on a compris à travers le monde, ce n'est pas la première fois au niveau du Sénégal. Mais à ce stade-ci, et avec cette situation sénégalaise où nous avons quand même des adversaires politiques qui surgissent de partout,
Nous avons des anciens alliés même du PASTEF aujourd'hui qui sont redevenus des opposants. Nous avons Macky Sall avec son parti qui n'ont pas dit leur dernier mot. Nous avons beaucoup d'opposants aujourd'hui. Nous avons Barthélémy Diaz aujourd'hui encore qui a créé son mouvement et qui devient encore aujourd'hui le plus virulent à l'égard de ces régimes-là. Donc, la stabilité de l'exécutif sénégalais dépend de l'entente entre le président Diomaye Faye et son premier ministre. Il a rappelé, je crois que ça veut tout dire, Diomaye Faye l'a rappelé, il a besoin des ministres forts, des directeurs forts, mais aussi un premier ministre fort. Et c'est en cela, pour lui, qu'ils pourront justement atteindre les objectifs auxquels ils se sont fixés. Et plus loin, il a dit ici, il ne veut plus fonctionner comme les anciens présidents, c'est-à-dire que où tout est concentré sur le président. Quand il y a des problèmes même dans les sous-préfectures, on appelle le président qu'il n'en a plus besoin. Sauf qu'aujourd'hui, au regard du discours d'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko constate déjà ce qu'on appelle l'indifférence de ses amis, notamment du président de la République, face aux attaques dont il fait l'objet, venant de certains journalistes, venant de l'opposition, mais aussi de certains... se sent abandonné. Et se sent abandonné. Donc, et c'est ce qui n'a pas gommé surtout, il faut le dire. On comprend bien, chaque homme a sa manière de faire. On fait ce tour de table. On n'a pas assez de temps, on est obligé d'aller à ce dernier sujet. On met dans une minute sur le cas du Sénégal avec cette sortie de Diomaye Faye qui met fin à tout débat. Ah mais moi, je vous avais quand même prévenu que Diomaye Faye ne va pas quand même aller à contre-courant, disons, parce qu'aujourd'hui, elle a rappelé, l'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est-à-dire une faille constatée entre les deux pour tout chamboler. Et on peut profiter aux adversaires. C'est ça, c'est de ça. S'ils veulent aller loin. S'ils veulent aller loin, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et Sonko même, il devrait faire beaucoup attention aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il doit dire, et contrôler notamment son langage pour éviter des dérapages politiques, parce qu'en politique, quelques erreurs ou certaines erreurs ne pardonnent pas. Bien. Et aujourd'hui, c'est ce qui rattrape la plus grande partie, disons, des opposants en Afrique. Et il faut quand même le dire, c'est qu'il a eu l'intelligence de propulser quand même Diomaye Faye aujourd'hui qui occupe, disons, cette fonction présidentielle, quelque chose qui est très difficile parce qu'il s'agit quand même du pouvoir. C'est très difficile d'accepter que quelqu'un d'autre prenne votre place. Donc c'est compréhensif. C'est très compréhensible. La réaction est compréhensive. C'est compréhensible de sa part de garder, disons, cet anonymat-là en termes, disons, de réplique, parce que ça ne pouvait pas être, disons, une autre réplique brutale au propos de Sonko, notamment, qui se sent un peu laissé par son ami. De toutes les façons, Sonko aussi avait bien fait de dire qu'il ne démissionne pas, parce que ça pouvait constituer pour lui ce jour-là une erreur monumentale de dire non, c'est tel, si ça ne va pas, je vais démissionner, je vais dire tel, je vais faire tel. Et il a été franc et clair ce jour-là pour dire que si c'est le président, si c'est du président ça vient, il pourrait laisser la primature, mais au cas contraire, il va rester disons, Premier ministre au Sénégal. Et je crois que c'était bien réfléchi. Bien. Et du côté de Sonko et la sortie, disons, de Diomaye Faye, cela quand même va, disons, faire baisser les tensions, dégonfler notamment, disons, les nerfs qui sont aujourd'hui gonflés au Sénégal, parce que l'opposition n'attend qu'une simple faille de ces deux-là pour prendre quand même, disons, le contre-pied de tout ce qu'ils ont construit jusque-là avec le PASTEF. Oui, donc tout détruire, si on peut l'appeler. Au Premier ministre, si vous me permettez, oui, rapidement. Au Premier ministre Ousmane Sonko, de faire la part des choses. Il était opposant. Il doit justement cesser de tenir des discours opposants. Bien. Et voilà, donc d'enfiler son statut de Premier ministre, de Premier chef du gouvernement. Et surtout de député à l'Assemblée nationale. Très très important, il faut modérer aussi les discours. On finit par ce sujet concernant notre père, grand-père Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, qui a 92 ans et après 7 mandats consécutifs, ne veut pas en tout cas finir avec le pouvoir. Il a annoncé ce dimanche 13 juillet 2025 sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Dans un message publié sur son compte X, je cite, très bien, écoutez, je suis candidat à l'élection présidentielle du 2 octobre 2025. Soyez assurez que ma détermination à vous servir est à la hauteur des défis que nous devons relever. Ensemble, aucun obstacle ne nous est insurmontable. Mohamed Leba,
Paul Biya qui n'apparaît presque publiquement pas. Paul Biya, le doyen, je dis bien le doyen des chefs d'État en exercice dans le monde. S'il obtient notre modèle, il aura Satan. C'est un record. C'est un record aujourd'hui. Il a été homologue à feu Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire il l'a appelé homologue pendant 2 ans avant le décès de ce dernier-là en 1984. C'est une réalité. Toute l'histoire de la Guinée. Ça fait rire. C'est toute l'histoire de la Guinée. Lui, son pouvoir est plus âgé que toi, que Yaya, que moi, même peut-être, disons, le DG, éventuellement. Donc, aujourd'hui, il faut l'appeler le doyen, disons, des présidents de la République, parce que Paul Biya, à 92 ans aujourd'hui, il est encore candidat, c'est-à-dire à la présidentielle au Cameroun. Au Cameroun, un pays, disons, qui semblerait aujourd'hui être dans une bouteille sur le marabout. Hein. Il faut dire, il a aujourd'hui le parcours, disons, et une longévité politique qui ne disent pas, disons quand même... leur nom. Qui ne disent pas leur nom. Disons, c'est un record mondial parce que Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982, qui continue encore parce que vous avez... effectivement, il y a aujourd'hui des problèmes, notamment, mais des problèmes, vous allez comprendre que malgré ces problèmes-là, Paul Biya se tient quand même debout face à tout ce qu'on peut comprendre aujourd'hui à travers ce tweet fait dimanche dernier, annonçant, disons, sa candidature pour l'élection d'octobre 2025. Les problèmes, c'est notamment des cas de défection dans son camp aujourd'hui, mais qui ne l'ébranlent pas parce que Paul Biya pense pouvoir continuer encore à servir malgré qu'on ne le voit plus. Comment il vit aujourd'hui, c'est très difficile parce que les projecteurs ne sont pas braqués sur lui. Paul Biya qui est dans le plus grand anonymat. La candidature de Biya cristallise, il faut quand même le préciser, c'est une réalité, les tensions entre notamment continuité et aspiration au changement dans un pays qui est miné aujourd'hui par les crises, parce que malgré son âge avancé, le président camerounais, et aussi parce qu'au-delà même de cet âge-là, il y a ces cas d'infection dont je faisais allusion tantôt. Et voilà, le système politique qu'il a construit en 43 ans lui offre aujourd'hui encore une nouvelle fois des atouts, il faut quand même le dire, parce que le battre dans son champ, ça va être très compliqué pour une opposition presque qui n'existe plus au Cameroun. Oui, c'est qui est déjà vrai. Diallo, l'autre question soulevée, c'est la question de l'alternance au pouvoir en Afrique. Oui, une question lancinante, une question à laquelle nous avons des réponses mitigées à bien des égards. Le Cameroun, je crois que bat le record dans ce sens-là, pas d'alternance. Toute une génération, on ne parle de plusieurs générations, 4 ou 5 générations comme ça ont connu un chef d'État qu'on appelle Paul Biya. Alors Paul Biya, il faut le rappeler, a dû mettre en place ou instaurer tout au plus un système au niveau du Cameroun. Il faut le rappeler, il gouverne toujours avec ses amis. Hein. Vous prenez le président du Sénat, il a 90 ans. Non, là-bas, c'est le pouvoir des vieux. Le ministre de la Jeunesse, il a 115 ans au niveau du Cameroun. Donc c'est pour autant dire que... C'est le pouvoir des vieux. C'est le continent. Oui, c'est le continent. et paradoxalement, le Cameroun regorge des journalistes talentueux, d'activistes très talentueux sur les réseaux sociaux, mais malheureusement qui, pour beaucoup d'entre eux, ne font pas cas de leur pays. Malheureusement, et je crois que... C'est pourquoi j'ai dit que le pays semble être dans une bouteille chez le marabout. Non, ça a tout l'air. Ça a tout l'air, et je crois que malheureusement... Est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Bon, enfin... À force de trop parler, au-delà de ça, il y a une machine répressive contre les opposants. Nous avons vu, disons, son opposant qui, il faut le dire, a frôlé la mort à plusieurs reprises. Nous voyons cette menace de scission avec le Nord. Je crois que le Cameroun, c'est un État bilingue. Hein. Nous avons les anglophones, nous avons les francophones de l'autre côté. Donc, il y a toutes ces menaces-là aujourd'hui qui pèsent sur le pouvoir Paul. Mais en réalité, beaucoup vous diront que depuis un bon bout de temps, ce n'est pas Paul qui dirige le Cameroun. C'est un symbole. Il y a un clan qui est là, il y a sa femme qui a une mainmise sur l'appareil étatique.
avec naturellement la belle famille de Paul Biya, qui est la France. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui, il y a un système qu'il a su mettre en place, et c'est ce système-là qui continue, disons, à gouverner le Cameroun avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui. On ne le dira pas assez, mais l'alternance démocratique, malheureusement, le Cameroun n'en a pas connu depuis plus de 4 décennies. Donc ça veut dire tout simplement que c'est le statu quo qui continue au niveau du Cameroun. Et la pauvreté, elle est indescriptible au niveau du Cameroun, en dépit de toutes les richesses que le Cameroun regorge aujourd'hui. Mais vous savez très bien que c'est l'exemple parfait de la France-Afrique au niveau du Cameroun. C'est-à-dire qu'on n'en dit pas, on n'en dit rien, ce qui se passe au niveau du Cameroun. Et on est apte, disons, d'avoir ce qu'on appelle un regard critique de ce qui se passe chez les autres, parce que tout simplement, on n'a pas des intérêts peut-être avec les uns et les autres, mais partout là où on a des intérêts, c'est moutis bouche-couji, on ne dit absolument rien. Et je pense que ce dépôt de mesures-là a amené les uns et les autres à comprendre que c'est au-delà de la démocratie qu'on essaie de chanter ici et là, c'est l'intérêt qui lie les États. Et je crois que le Cameroun et la France n'en font pas exception. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question sur ce silence assourdissant et complice de la France. De tout le monde, il faut le dire. S'il est réélu, il terminerait son mandat à 99 ans. À 100 ans. C'est 99 et plus quelques mois. Évidemment. Donc, tu te trompes. À 100 ans. À 100 ans. C'est ça. 7 plus 92. Son état de santé, il faut le rappeler. Il faut dire que c'est un sujet aujourd'hui interdit, c'est-à-dire débat public par le gouvernement. On n'en parle pas. Par le gouvernement. On ne va pas... C'est un débat qu'on ne pourra jamais terminer, même en 2 heures, mais nous allons essayer de suivre l'évolution. De ce côté, est-ce que le président, le chef de l'État camerounais va encore briguer un 8e mandat en attendant d'en savoir plus, ou en attendant le scrutin du 12 octobre? Le débat reste ouvert, il faut le dire. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à l'équipe technique, à vous, auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes talonnés par le temps, on se reprend demain même à la même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.